Bonjour. Madagascar a connu un soulèvement militaire. À la différence des pays de l'AES, la France a été douce. Pas de sanctions, pas de restrictions, surtout pas de cautionnement. Et la question qu'on se demande, c'est pourquoi est-ce que cette coup d'État que Paris refuse de qualifier de putschiste ressemble étrangèrement à celui du Tchad, du Gabon ou encore de la Guinée? Est-ce que la France maintenant a la différence entre les différents, la succession des pouvoirs avec les armes, est-ce qu'elle a créé un autre mot dans son dictionnaire que de les qualifier de putschistes? Non. Nathalie Yam nous aide à mieux comprendre dans le récit qu'elle nous expose sur les intérêts français dans cette île indienne qu'est le Madagascar. Elles ne sont pas beaucoup, ces différentes îles-là, et pour ne pas mettre en péril ces intérêts de plusieurs décennies, en ce moment que la France vit les tensions de trésorerie, elle préfère avoir une pédale douce sur les nouveaux élites militaires arrivés au pouvoir. Et donc, Nathalie Nam aide les Africains dans ce numéro à prendre avantage de l'accès à l'information pour mettre la pression à travers notre nombre de façon significative pour que Paris cesse de faire de nous un peuple de soumission. La grande question que Nathalie Yam nous pose, c'est est-ce qu'on peut continuer à proclamer la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire, sans réellement se demander pourquoi est-ce qu'on continue à être soumis au diktat occidental? Nathalie Yam également connaît des confrontations dans cette analyse. Plusieurs la critiquent d'être un rempart de la Russie. Et donc, si beaucoup de critiques de l'Occident séjournent dans les pays occidentaux, comment se fait-il qu'ils trouvent assez à l'aise de faire de la Russie un modèle alternatif à l'Occident et pourtant eux vivent à l'Occident où la liberté d'expression est beaucoup plus libre? Est-ce que s'ils étaient à Moscou ou dans l'un de ces pays, à Bélarus, est-ce qu'ils pouvaient avoir le même courage de critiquer les positions de l'Occident sur le précaré africain? Dans cette analyse de Nathalie Yam, vous allez comprendre beaucoup de choses, notamment le rôle que vous devez jouer en tant que peuple africain pour la souveraineté ou alors pour mettre un stop et une fin à cette soumission qui est traînée par les dirigeants et les nouveaux arrivés. Suivez jusqu'à la fin. Un silence quasi total de la part de la France et du Parlement européen. Aucune condamnation, aucune sanction, aucune indignation. Cette absence de réaction tranche radicalement avec l'hostilité affichée envers les coups d'État survenus au Sahel. C'est ce paradoxe que Nathalie Yamb, militante panafricaniste connue pour son franc-parler, a pointé du doigt dans un message sur X. Sans blague, on ne condamne plus les coups d'État militaires en France ou au Parlement européen. On ne sanctionne plus les responsables comme on l'a fait au Sahel. On ne les diabolise plus, on ne les traite plus de juntes. Une question simple en apparence, mais qui met à nu les hypocrisies d'un système international fondé non pas sur les principes, mais sur les intérêts. Pour comprendre cette différence de traitement, il faut analyser la logique occidentale face au coup d'État. Lorsque Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tchiani au Niger et Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont pris le pouvoir, la réaction fut immédiate. Condamnation diplomatique, sanctions économiques, isolement international. Ces militaires furent qualifiés de putschistes et de dictateurs, remettant en cause l'ordre démocratique. Pourtant, ces transitions ne sont pas nées du vide. Elles ont été le produit d'un rejet massif de régimes corrompus, incapables de garantir la sécurité et la dignité de leurs citoyens. Dans ces pays, l'armée a été perçue comme le dernier rempart face à un système néocolonial imposé et protégé par la France. Les populations ont donc soutenu ces changements, non par amour de la force, mais par soif de souveraineté. C'est ici que réside le cœur de l'analyse de Yamb. L'indignation occidentale n'est pas morale, elle est stratégique. Les dirigeants du Sahel ont osé rompre avec la France, expulser les bases militaires étrangères, dénoncer le franc CFA et réorienter leurs alliances vers la Russie ou la Chine. Ils ont voulu redéfinir leurs priorités nationales en dehors de la tutelle occidentale. Ce n'est pas le coup d'État en lui-même qui dérange, mais le fait qu'il renverse l'ordre établi et affaiblisse l'influence française. La défense de la démocratie n'est donc qu'un masque. Ce que l'Occident punit, c'est l'insoumission. À Madagascar, le contraste est saisissant. Aucun embargo, aucune menace, aucune campagne médiatique. Ce silence n'est pas anodin. Il signifie que le changement de régime ne met pas en danger les intérêts économiques ou
géostratégiques occidentaux. Le pays est riche en ressources naturelles et occupe une position clé dans l'océan Indien, un espace convoité par les grandes puissances. Tant que les nouveaux dirigeants ne remettent pas en cause les accords miniers, maritimes ou financiers favorables à l'Occident, ils seront tolérés, voire discrètement soutenus. Ce mutisme diplomatique équivaut donc à une approbation tacite. Le message implicite est clair. Un coup d'État est acceptable s'il ne bouleverse pas les rapports de domination. On retrouve ce même schéma ailleurs. Au Tchad, la succession militaire de Mahamat Idriss Déby fut bénie par Paris. Au Gabon, la chute d'Ali Bongo fut accueillie avec un silence prudent, car elle ne menaçait pas les intérêts économiques français. Dans tous ces cas, la réaction occidentale dépend moins du respect des principes démocratiques que de la préservation d'un certain ordre géopolitique. En d'autres termes, un putschiste utile devient un partenaire légitime, tandis qu'un putschiste rebelle devient un ennemi. Ainsi, les propos de Nathalie Yamb ne se limitent pas à une provocation. Ils constituent une dénonciation stratégique du double discours occidental. Elle met en lumière la manière dont les institutions européennes et françaises instrumentalisent les notions de démocratie, de droits humains et d'état de droit pour masquer des logiques d'influence. Son message appelle les Africains à lire entre les lignes, à comprendre que le silence est parfois plus éloquent que les discours. Derrière l'absence de condamnation se cache souvent une approbation politique et économique. D'un point de vue stratégique, ce silence peut aussi traduire une nouvelle approche occidentale. Après l'échec des sanctions contre les pays du Sahel, qui n'ont fait que renforcer leur unité au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, les puissances européennes semblent désormais privilégier une stratégie plus subtile. Plutôt que de condamner ouvertement, elles observent, négocient et cherchent à conserver leur influence par la diplomatie discrète. Cette adaptation traduit la conscience d'un changement d'époque. L'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle qu'on pouvait dominer sans résistance. Les opinions publiques sont éveillées, les discours souverainistes gagnent du terrain et la jeunesse africaine n'accepte plus les injonctions venues de Paris ou de Bruxelles. L'affaire malgache révèle donc bien plus qu'une simple indifférence. Elle met en lumière le cynisme d'un système mondial où la morale varie selon les intérêts. Elle montre aussi que l'Afrique, à travers des figures comme Nathalie Yamb, commence à décoder les jeux de pouvoir et à réclamer une véritable cohérence dans les relations internationales. En définitive, la question posée par Yamb, pourquoi ces coups d'État sont-ils traités différemment, ne s'adresse pas seulement à l'Occident, mais à l'Afrique elle-même. Elle invite les peuples à s'émanciper du regard étranger, à juger leur propre réalité selon leurs propres critères. Car au fond, le vrai clivage n'est plus entre démocratie et dictature, mais entre souveraineté et soumission. Et tant que les Africains ne définiront pas eux-mêmes la légitimité de leurs gouvernants, d'autres le feront à leur place, selon leurs intérêts et non selon ceux du continent. Voilà, l'Afrique est-elle mal partie? Ce sont des réflexions que plusieurs intellectuels africains se sont posées avant maintenant, et on va se plier à les pensées de Thomas Sankara, qui disait n'allez pas très loin pour vous demander qu'est-ce que c'est la soumission. La soumission, elle passe de la culture. Les vêtements qu'on porte au quotidien, ce sont des vêtements venus d'ailleurs. Chaque fois que nous les mettons, nous les médiatisons et non, nous augmentons leur valeur sur le marché international. Ce n'est pas tout. Les grains de riz que nous mangeons chaque matin, les petits déjeuners, nous devons nous assurer qu'elle est produite localement pour que chaque monnaie qui quitte de notre poche, qu'elle sert à renforcer l'économie locale. Nous devons également repenser notre curriculum, ce que nous enseignons à nos enfants et les contenus qu'ils consomment en ligne. Si elles sont essentiellement faits ailleurs, il est clair qu'eux-mêmes, en grandissant, vont rêver l'idéal venu des autres et non de chez nous. Voilà donc certains pays africains réussissent à chasser des dictateurs à la tête de leur pays, mais curieusement se font remplacer par d'autres marionnettes acquises au diktat de l'Occident. Et dans cet numéro, on se posait la question, cette sanction, cette appréciation à double vitesse de l'Occident, notamment de la France, cache bien ses intérêts. À quand est-ce que les Africains devraient privilégier leurs intérêts pour qu'elles résonnent dans d'autres pays comme celui de la France résonne en Afrique?
Et l'AES, en exemple, elle a pris plusieurs décisions cette année de 2025 et lors de la deuxième conférence des chefs d'État prévue ce décembre, beaucoup d'autres seront acquises. Et voilà la seule condition par laquelle le peuple africain peut à la fois atteindre la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire, mais surtout l'autodétermination. Que pensez-vous de ces différentes appréciations et comment est-ce que le peuple africain peut se prendre en charge? Merci d'être abonné ici. Merci pour votre commentaire et à très bientôt.